soleil, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bienvenue dans le Loft de Vous êtes formidables. Ce matin, on va encore se régaler. Tout d'abord avec des gastronomes qui sont là. Il y a Frédéric Soulier. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Et puis Véronique Lopez. Bonjour, nos spécialistes de la gastronomie, du terroir. On va se régaler aussi avec nos deux invités ce matin. Et oui, on en a deux pour le prix d'un. Ils ont fait de leur passion un métier pour la gastronomie. Un métier en tant que journaliste culinaire pour l'une et en tant que photographe culinaire pour l'autre. Voici nos deux formidables du jour, un couple formidable, Anne et Jean-Philippe Garabédian. Bonjour à tous les deux. Entrez. Félicitations tout d'abord, parce que cela se régale dans la vie littéralement avec quelque chose qui les passionne depuis l'enfance, on peut le dire, hein, la cuisine, Anne et Jean-Philippe. Ils ont créé leur propre magazine parce qu'ils trouvaient qu'on en disait trop peu dans les magazines pour lesquels ils étaient embauchés, donc le cœur des chefs, donc bravo pour ça. Et puis bravo pour ce livre dont on va parler, Dans la tête de Glenn Viel, ce chef ultra médiatique aujourd'hui que vous avez suivi pendant 8 ans pour écrire ce livre, et on va voir que c'est un vrai beau livre de cuisine qui a obtenu un prix prestigieux à la fin de l'année dernière. C'est le prix du meilleur livre de chef au monde. C'est chouette, c'est chouette. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que vous êtes avec nous ce matin. Mais juste avant, je vais vous présenter ceux qui vous entourent avec beaucoup de bienveillance que vous connaissez. Frédéric Soulier, que vous avez croisé dans des salons gastronomiques, j'imagine, régulièrement, Anne et Jean-Philippe. À des tables. À des tables aussi, hein. Ça ne m'étonne pas. On va pas parler gastronomie forcément avec vous. Non, on va parler des flamants roses, ce qui ne se mange pas. Voilà. Je le précise tout de suite. On ne peut pas manger le flamand rose. Pourtant, ça doit être très fin. Pardon. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, ils ont eu des C'est un animal protégé. Allez, on ira en Camargue ce matin avec Frédéric. Et puis, on ira sur la Côte d'Azur. C'est vous qui nous avez amené toutes ces boules jaunes, Véronique ? Regardez les petites boules dehors, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, du mimosa et des fêtes du mimosa dans notre région. C'est la pleine saison. Anne et Jean-Philippe Garabédian, respectivement journaliste gastronomique, je le disais, et photographe. Vous êtes un couple dans la vie et au travail. Ça se passe bien globalement parce que vous êtes ensemble 24 heures sur 24 tous les deux. Hein. Oui. Ouais, c'est génial de travailler ensemble. C'est vrai ? Ah oui. Alors pour la petite histoire et pour la belle histoire, ces deux-là sont en couple depuis l'âge de 16 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai, vous vous êtes connus ados. Et voilà, ce qui dit quelque chose de vous, c'est la fidélité. Grande fidélité entre vous et puis grande fidélité aux chefs avec lesquels vous bossez. Oui, c'est grâce à ça que vous avez pu créer votre magazine, que vous avez pu écrire ce livre au long cours avec Glenn Viel. Alors juste avant, Jean-Philippe, vous êtes le photographe de la bande. C'est à vous qu'on doit par exemple toutes les photos qui sont dans ces magazines. Oui. Ça c'est le dernier en date. Qu'est-ce que c'est ce magazine exactement ? C'est une revue où on plonge dans le cœur des chefs. Ouais. On fait des reportages au long cours. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'être au quotidien avec eux pendant une période assez longue, des fois 2-3 jours avec eux, pour ressentir ce qui se passe dans leur cuisine, et surtout pas que le chef, mais l'équipe du chef, ceux qui travaillent dans la cuisine, ceux qui travaillent dans la salle, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Anne, on met tous les corps de métier en valeur dans ce magazine. C'est un magazine pour les professionnels ou est-ce que plus largement pour les gastronomes éclairés, ça peut fonctionner aussi ? Il faut quand même être bien fondu de gastronomie pour avoir envie de se plonger avec nous. Enfin, envie, avec toutes les belles photos de Jean-Philippe, vos articles très fouillés, je peux vous dire que même moi qui ne travaille pas dans l'hôtellerie-restauration, je me suis régalé à les feuilleter. Hein. En fait, globalement, c'est vrai que beaucoup de professionnels de la haute gastronomie nous lisent, mais aussi tous les épicuriens qui fréquentent ces tables, parce qu'ils aiment beaucoup plonger dans les coulisses, et nous,
évidemment, quand on passe 3 jours avec eux et à la fin du service du soir, on leur dit à demain, eh bien, ça nous donne aussi une matière qui est atypique parce qu'on a ces coulisses-là. Donc les épicuriens, ils aiment bien voir ce qui se passe derrière. Ouais. Alors le déclic pour créer ce cœur des chefs, je le disais, c'est né d'une petite frustration à la base. Vrai. Vous avez travaillé pour Le Goemio, vous écriviez des articles en presse écrite, vous avez travaillé longtemps à France Bleu Provence, notamment 10 ans, à Radio France, mais vous aviez cette frustration de vous dire à chaque fois que je vais voir un chef, c'est pour un sujet qu'on me commande, j'ai quelques lignes, peut-être un feuillet parfois, ça ne me suffit pas. C'est de là qu'est partie l'idée de dire je vais être mon propre rédacteur en chef. C'est ça. Alors d'abord, il faut rendre à César. C'est pas nous qui avons eu cette idée d'abord. C'est un chef chez qui on allait fréquemment, qui s'appelle Arnaud Donquel. Voilà. Et on va le voir parce que le déclic, ça vient de lui. Le déclic, c'est lui. Et quand il vous dit, mais franchement, tu as l'air d'être un peu frustré là, tu voudrais pas créer ton magazine, vous lui dites quoi? T'es complètement dingue. Oui, complètement, parce que nous, justement, on avait les autres qui s'arrêtaient autour de nous, les autres magazines papier. Mais c'est vrai, comme vous le disiez, Eric, le problème, c'est que quand on nous disait envoie-nous un feuillet et une photo de Jean-Phi, et nous, on avait fait de quoi faire 8 pages. Et on a dit non, c'est 8 pages ou rien. Ils nous ont dit ça va pas la tête. Et en effet, on était au maximum de la frustration. Arnaud Donquel, Cheval Blanc Paris et Saint-Tropez, nous a dit je crois que vous devriez faire le vôtre. On a dit tu es fou, jamais on se lancera comme ça. Voilà, et vous vous êtes lancé. Bah, on est en 2016, au moment où vous démarrez, avec d'ailleurs Arnaud Donquel à la une, puisque c'était un peu le fer de lance, en tout cas celui qui vous a donné ce déclic, cette envie. Ce magazine, aujourd'hui, il est reconnu par la profession, par les grands chefs eux-mêmes. La preuve, en images, il y a quelques années, c'était pour les 5 ans du magazine. Vous faites une petite fête. Et il y a justement le fameux Glenn Viel dont on parlera tout à l'heure pour ce bouquin. Vous avez passé beaucoup de temps déjà avec lui pour écrire des articles. Et voilà ce qu'il dit de vous dans ce moment d'anniversaire. Regardez. Écoute, elle a été un peu ma psychologue aussi par moments, quand j'avais des doutes et des anxiétés, et on en a encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, on s'est souvent appelé, et tu as été d'un réconfort, je crois, incroyable. Ça m'a fait du bien en tout cas de parler avec toi et de voir Jean-Phi. Et il faut souligner le travail que vous faites aussi à travers le cœur des chefs, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assis sur une chaise et ils ne font pas un 360 dessus, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils passent du temps avec nous, ils essaient de comprendre ce qu'on fait, et ça c'est hyper important parce que ok, il y a des magazines, mais pas beaucoup s'investissent comme vous quand même. Je crois que vous êtes, pour moi, les seuls quasiment à faire autant d'efforts pour comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc je pense que c'est génial ce que vous faites, il faut continuer le plus longtemps possible. Voilà, bel hommage, et belle émotion encore en regardant Jean-Philippe et Anne. Ça, c'est quand même un chef 3 étoiles qui dit ça de journaliste gastronomique que vous êtes. Ça fait quoi ? Bon, d'abord, ils ne les avaient pas à ce moment-là, les 3. C'est ça qui est génial aussi, c'est de les suivre au long cours. Et en fait, en quelques mots, je crois qu'il a résumé notre passion et la façon de les accompagner. Non ? Oui. Il le dit, vous ne restez pas dans une chaise à tourner à 360 sur la chaise, vous vous déplacez, vous voyagez énormément. Par exemple, dans le dernier numéro, vous allez à Menton, dans l'un des meilleurs restaurants du monde, chez Mauro Colagreco. Vous allez en Haute-Savoie, vous allez dans le Var, vous allez du côté de Nantes, de Lyon, vous avez même un voyage à Venise. Votre envie, c'est vraiment d'aller à chaque fois plusieurs jours au contact de ces chefs et de tous ces métiers de la gastronomie pour aller en profondeur ? Oui. L'idée, c'est vraiment un reportage long et d'aller en immersion. C'est-à-dire que le fait justement de dire aux équipes, on reste avec vous et on est avec vous et pas uniquement, on vient une après-midi, on fait une interview, vas-y, mets-toi là. Jean-Philippe, il déteste ça, les photos posées. Donc, il en fait beaucoup parce que justement, il va les prendre dans l'instant, il va se faire oublier. Et d'ailleurs, je lui sers beaucoup dans ces cas-là parce que, en fait, je suis en interview et il en profite pour prendre de son côté. Des photos un peu volées, c'est ça. Oui.
on a une rubrique comme ça, photos volées dans le magazine. Les moments volés, c'est une rubrique très importante pour nous. Oui. Voilà, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce magazine. Ça vous fait rêver, Véronique et Frédéric, parce que vous aussi, vous avez des émissions gastronomiques, ou en tout cas vous en avez eu pour certains. Oui, ça fait rêver. En même temps, quand ce chef Glenn Biel, il est quelqu'un de formidable, donc il est établi au Beau de Provence, dans un territoire magique, pour l'huile d'olive, entre autres, mais des fruits, des légumes merveilleux. Et c'est un chef qui est très impliqué aussi, notamment avec la transmission et avec les enfants. Et il n'hésite pas à aller avec les scolaires, leur montrer comment on trie les déchets. Ouais. Il faut imaginer un chef 3 étoiles, c'est une star mondiale. Il va trier les bordilles, comme on dit, les poubelles, et montrer aux gamins, avoir cette transmission pour éviter les gaspillages. Et on va voir dans un instant, dans cette interview au long cours de 8 ans, qu'il est vraiment partout dans ce domaine de Baumanière. À la fois la culture des légumes, mais c'est ça. Parce qu'il a le potager, il pense à ensemencer, il a cette notion aussi de la saisonnalité et de l'agriculture, et il sait que dans ce métier, tout part de la terre et tout part de ses agriculteurs. C'est en ça que c'est un très grand chef. C'est pas seulement un grand chef, c'est un très grand chef. Ben oui, parce que c'est une expérience globale pour lui. Il est au jardin, il est à la déco intérieure, extérieure, il s'occupe de la vaisselle, tout. Et évidemment, il est H24 pratiquement dans sa cuisine. On va aller justement dans sa cuisine dans un instant et dans sa tête aussi, grâce à vous. Mais juste avant, on va faire un détour par la Camargue, puisque Frédéric Soulier a décidé, imaginez-vous, Anne et Jean-Philippe, de nous faire adopter ce matin un flamand. On parle d'un Belge où on est vraiment sur le rose. Ouais. Non, pas de problème. On salue nos amis belges, bien sûr. Non, rien à voir. Vous savez qu'en Camargue, évidemment, c'est le paradis des animaux et des photographes, évidemment. Alors, les animaux emblématiques, le taureau, le cheval, le flamant rose. Il y a des milliers d'oiseaux en Camargue, mais les flamants roses, c'est quand même quelque chose d'assez unique dans notre région. Et ces flamants roses, d'ailleurs, c'est la pleine saison en ce moment de la reproduction, la saison des amours, donc ce qui est fabuleux pour les photographes. Avec, ça dure que quelques semaines, et les couples vont se former. Vous savez que le flamand est un bon danseur et un bon reproducteur. Les spécialistes, regardez les images, ont repéré 136 positions de danse. Voilà, et c'est aussi bien l'homme que la femme qui va faire cette parade nuptiale. Voilà. Vous savez que les Belges sont bons chanteurs. Oui. Très bien. Regardez, voilà, c'est synchronisé, c'est beau. Alors je vous propose d'adopter un flamand. Ah oui. Alors non, vous ne le mettrez pas dans votre jardin, ce n'est pas un animal de compagnie. Vous ne pourrez pas le caresser et lui faire gousi-gousi, c'est pas comme ça. Alors en quoi ça consiste cette adoption? Donc c'est pas pour mettre dans le jardin, on a bien compris, mais qu'est-ce que ça permet? Alors en fait, cette adoption permet d'aider la recherche. Voilà, c'est un cadeau original et éco-responsable. C'est organisé par la Tour du Valac, qui est un centre de recherche sur les zones humides méditerranéennes, en plein cœur de la Camargue, et qui vont baguer. Vous savez, on met une petite bague pour repérer, savoir les flamands lors de leur migration. Et donc, pour pouvoir les repérer, donc, il faut une petite bague. On va avoir des appareils photo avec des très gros téléobjectifs, avec même des télescopes pour les voir de loin. Et donc, ça coûte très cher, tout ça. Et donc, en fait, on finance ce matériel en adoptant un flamant rose symboliquement. Alors, combien ça coûte? C'est-à-dire, combien ça coûte? Allez, de 25, 50 ou 100 euros. Et c'est même déductible en partie des impôts, puisqu'on soutient une fondation qui est reconnue. Et vous allez avoir en échange, non pas le flamand dans votre salon, non, mais vous allez pouvoir le suivre. Vous recevrez un mail chaque fois pour vous dire où il est lors de ses déplacements. Vous allez recevoir des indications, des livres. Vous pouvez être même aussi invité pour les moments où on fait le bagage et vivre ça en Camargue. Là, je vois le photographe, il y a l'œil qui s'allume. C'est Jean-Philippe, ça pétille un peu là. Camargue, flamant rose, photographe, ça marche super bien. Ça marche bien. Non, c'est quand même extraordinaire. Je sais, Eric, que vous voulez adopter des flamants roses. Voilà. Oui, mais non, mais en tout cas, c'est tentant, puis c'est sympa de recevoir des nouvelles régulièrement. Un cadeau original et éco-responsable. Voilà. Là aussi, donc, il y a un site internet pour le faire, c'est monflamand.com. Tout est détaillé, y compris les modalités pour les déductions fiscales, ce qui est quand même pas négligeable également. Et donc, une belle idée originale. Il y a la Saint-Valentin dans quelques semaines. Ma chérie ou mon chéri, je t'ai parrainé un flamant rose. Voilà. C'est original. Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde, mais c'est original. Et je précise une fois de plus que le flamant rose ne se mange pas. Non, il n'y a pas les magrets grillés de flamant rose. S'il vous plaît, l'animal est protégé. Voilà. Oui, protégeons le flamand. Merci beaucoup. Anne et Jean-Philippe Garabédian sont nos invités, journaliste gastronomique et photographe. Il signe chaque semestre, puisque c'est un semestriel, 2 fois par an, le cœur des chefs que l'on trouve où d'ailleurs ce magazine?
Ah, il est chez les chefs qui sont nos diffuseurs. Il y a une liste qui s'appelle la Route du Cœur. Ce sont un peu nos ambassadeurs dans les grandes tables de France et aussi à l'étranger, Ouais, en il paraît au Asie, et en Japon, Belgique. ouais. Voilà, quelques belles tables françaises. Et puis évidemment sur le site du Cœur des Chefs, il n'est pas en kiosque. Voilà, le kiosque c'est difficile pour nous à imaginer. Il y a beaucoup de déchets, de pilons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gaspillage. Et nous, Jean-Philippe, il est quasiment à dormir dans l'imprimerie pour voir si la couverture est belle et tout ça. Donc ça coûte tellement cher à faire, on y met tellement de nous que imaginer avoir 80% des revues qui soient mises au pilon, c'est infaisable pour nous. Alors que là, 80% des revues sont lues, utilisées. Ah ben 100%, nous, ah oui, il n'y bien sûr. a pas de gâchis. Ah non. On va se mettre maintenant dans la tête de Glenn Viel. Vous avez reçu au mois de novembre dernier le prix du meilleur livre de chef. C'est un prix prestigieux, un prix international qui a été délivré où exactement ? Alors, c'était à Riyad cette année, mais c'est un prix international. Donc, l'équipe d'Edouard Cointreau, les Gourmands Awards, ça peut être dans un salon international de gastronomie. Il se trouve que là, c'était en Arabie Saoudite. Et on a eu Guillaume Gomez, notre ambassadeur de la gastronomie, qui est allé chercher le prix pour nous. Donc, c'était extrêmement symbolique pour nous, parce que Guillaume, il fait beaucoup pour la gastronomie. Il connaît bien notre travail. Il sait qu'on est à fond pour donner envie aux jeunes de faire ce métier. Et le fait que ce soit lui qui récupère notre prix, on était très, très fiers. Meilleur livre de chef du monde, ça veut dire qu'il a quelque chose d'unique. Qu'est-ce qu'il a, d'après vous, d'unique, ce livre ? Alors d'abord, c'est pas le chef qui a écrit le livre, Oui, c'est vrai. c'est nous qui avons écrit sur le chef. Et surtout, on l'a suivi pendant, vous l'avez dit tout à l'heure, 8 ans. Et c'est vraiment tout son parcours et tout ce qu'on a vécu avec lui pendant toutes ces années qu'on a voulu retranscrire dans le livre. Et c'est pas un livre de recettes. Alors il y a quelques recettes racontées dedans, mais c'est pas un livre de recettes, c'est vraiment une histoire. Voilà, l'histoire de ce chef, et vous vous mettez vraiment dans sa tête. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre, grâce à vous, le processus de création de Glenn Viel. Alors on va prendre un exemple concret, parce que dit comme ça peut paraître théorique. Quand il se met, vous m'avez dit, à imaginer un plat, on va prendre l'exemple des riz de veau, accompagné de sa carotte 18. Expliquez-nous comment ça se passe dans la tête de Glenn Viel pour raconter une histoire au travers d'un plat. Parce que chacune de ses créations, c'est une histoire qu'il raconte dans l'assiette. Oui. Alors, par exemple, l'histoire du riz de veau, ça va être entre nous des coups de fil, une étape où je viens voir où il en est de ses réflexions, puis 3 mois plus tard, je reviens, il a encore avancé, puis après, il va m'appeler un soir en me disant « Ah, j'ai pensé à un truc ». Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment il a évolué sur ce plat-là. Il avait cette idée du riz de veau où il disait, on dit une pomme de riz de veau, je veux vraiment que ce soit totalement rond. Comment je peux faire exactement comme une pomme? Et donc il a cette idée de bouler son riz de veau dans un linge et de le pocher. Donc ça, c'était déjà la première idée. Mais l'énigmatique carotte 18, c'est quoi? Ça vient d'où cette carotte 18? Alors la carotte 18, c'est parce que il est complètement obnubilé par la concentration du goût, la déshydratation puis la réhydratation. Donc la carotte, par exemple, elle va être déshydratée, puis réhydratée dans son jus. Il va dire, par exemple, de 6 fois son poids, il va la déshydrater, puis 3 fois la réhydrater dans son jus, ou quelque chose comme ça, 3 fois 6, 18. Bouf, c'est la carotte 18. Voilà comment ce type est fabriqué. Alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, dans ce livre, on arrive à comprendre les différentes étapes. On voit aussi que Lousteau de Baumanière, c'est évidemment une maison mythique, créée en 1945, qui a obtenu 3 étoiles dès 1954. Des personnalités du monde entier, comme la reine d'Angleterre, les plus grands acteurs d'Hollywood sont venus et viennent dans cette maison, et qu'il a en tête, Glenn Viel, que c'est aussi l'héritier de cette maison mythique, avec Jean-André Charial, qui est toujours là, à ses côtés. En fait, c'est un binôme, hein, parce que Jean-André, qui est le propriétaire de Baumanière, il aime tellement sa maison qu'il y a une confiance mutuelle entre lui et Glenn qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que Glenn, en effet, a une idée toutes les 10 minutes, donc Monsieur Charial me dit faut suivre quand même. et en effet, il lui dit oui à beaucoup de choses parce que les idées de Glenn vont
vers la maison et sont en général pas mauvaises. Et Monsieur Charial aime tellement voir ce Glenn qui s'implique à ce point que le binôme fonctionne parfaitement. Voilà. Mais c'est la confiance mutuelle de Glenn et de Monsieur Charial qui fait que ça marche. Et il sait allier la tradition à l'innovation, parce qu'il a bien conscience qu'il faut garder Bien sûr. les piliers, comme par exemple ce fameux millefeuille Il y a le qu'on sert millefeuille depuis vanille, toujours, le gigot. mais il fait évoluer ses recettes pour qu'elles soient dans leur temps. Il s'occupe absolument de tout, on l'a vu, par exemple, je le disais tout à l'heure, le mobilier, la vaisselle, et puis le jardin, Véronique en parlait. Bien sûr. Ça, c'est lui qui l'a voulu. Ah, complètement. Oui, il a des idées complètement transverses sur l'ensemble de l'expérience, en fait, qui vont bien au-delà juste du plat et de l'assiette. Et après, évidemment, il en parle avec M. Charial en disant, mais si on faisait ça, si on faisait le potager à tel endroit, et aussi de s'ouvrir à tous les artisans locaux qui sont autour de Saint-Rémy, le souffleur de verre, les bénistes, le maroquinier et évidemment la céramiste Cécile Quérol qui est à ce point impliquée que maintenant elle a son propre local à Beaumanière. Un vrai travail d'équipe. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment, il a ouvert les champs des possibles de toute la communauté autour de Beaumanière. C'est vraiment. Et il fait prospérer non seulement Lousteau, mais aussi les Baux-de-Provence et sa région. On va quitter Lousteau de Beaumanière un instant pour aller à Mandelieu, puis on va revenir dans un instant aux personnalités qui vous inspirent, en plus de Glenn Viel. On va continuer à parler de chef et de cuisine, ne vous inquiétez pas. Alors on part à Mandelieu parce que le jaune, c'est la couleur qui prédomine en ce moment dans cette commune, mais pas que, effectivement, puisqu'il y a d'autres communes qui célèbrent le mimosa. Tout à fait. Puis avant de vous parler des différents corsos, des différents rendez-vous, moi je vais vous en apprendre, on va faire un petit quiz pour vous en apprendre un petit peu plus sur cette plante aux fleurs d'or. Ça vous va? Alors déjà, d'où elle vient cette plante? Alors, vous le savez. Moi, je sais. Pas de la région. Alors, elle vient de très, très loin. Anne, vous le savez? Plusieurs milliers de kilomètres. Pérou, Mexique, Eh bien quelque non, chose comme elle ça. vient d'Australie. Effectivement, elle vient de très loin. D'ailleurs, on l'a faite là-bas le 1er septembre et c'est le Wattle Day. Alors, je vous dis pas... Non, je ne traduis pas parce que ça va vous indiquer une autre question. C'est le Wattle Day, le 1er septembre. Et c'est James Cook qui l'a rapporté d'un de ses nombreux voyages. On est donc au XVIIIe siècle. Et ça va être introduit chez nous sur la Côte d'Azur au XIXe, vers 1870, où ça va être planté vraiment sur la Côte d'Azur. Il va pouvoir se développer parce qu'on a un climat exceptionnel et puis aussi parce qu'il y a le sol silicieux. Alors, hormis le fait qu'au XVIIIe siècle, il a été introduit chez nous, qu'il existe 1200 espèces différentes, dont 90 se trouvent à Borne, quelle est la grande particularité du mimosa? Il y en a plusieurs. Il fleurit en hiver. Une fleur d'hiver. Mais c'est surtout, ce n'est pas un mimosa. Voilà. En fait, bon c'est un acacia. Et maintenant, je peux vous dire wattle. Wattle veut dire acacia. Mais en pourtant, anglais. ça ressemble beaucoup. Mais Alors, je vais vous pas expliquer la même pourquoi. famille. Parce qu'en fait, au sens botanique, mimus, en latin, ça veut dire farce. C'est d'où là devient mime. Toutes les plantes qui ont des petites feuilles qui se rétractent quand on les touche. Et elles ressemblent à ces fleurs-là. Parce que c'est la sensitive qui est une mime. Et donc, en fait, non. La sensitive est un vrai mimosa, mais le mimosa, eh ben non, c'est pas un mimosa, c'est bel et bien un acacia. Et contrairement à ce qu'on pense, Donc ça, c'est de l'acacia. voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, l'acacia, en fait, c'est un robinier. Pour résumer, le mimosa est un acacia, l'acacia est un robinier et la sensitive est un mimosa. Voilà. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve de la sensitive dans notre région? On en a Oui, pas. on en a dans notre région. Et si vous touchez les feuilles de la sensitive, elles se rétractent. D'accord. Donc là, si ça se rétracte pas, c'est de l'acacia. C'est de l'acacia. Si ça se rétracte, c'est du mimosa. Exactement. Et ben voilà Est-ce pour que vous briller en connaissez famille, les au dîner. variétés du mimosa? Oui, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, il y en a 4 principales chez nous que vous voyez à l'écran. Vous avez la Mirandole, c'est 60% de la production et c'est la plus précoce. Elle est là dès décembre. Le Gaulois, c'est 30% de la production. Les 4 saisons, comme son nom l'indique, fleurit plusieurs fois dans l'année. Et la Longifolia ou Mimosa chenille, qui a une floraison tardive. Vous savez pourquoi la première fête a eu lieu en 1931 ? Faites du mimosa? Non. Eh bien, parce qu'en 29, tout gèle. La neige tombe, le gel, il n'y a plus un seul arbuste. Tout le monde se dit à Borne, à Mandelieu, c'est fini, il n'y a plus rien. 2 ans plus tard,
pof, les arbres renaissent et les fleurs arrivent. Alors là, ils se disent, il faut qu'on célèbre ça. Et donc, depuis février 31, il y a une fête à Mandelieu et il y a 12 tonnes de mimosas qui sont chaque année sur les chars. Ça représente plus de 3 camions, de 3 poids lourds. Et ça embaume. Ouais. Tiens, allez, une fête principale, celle de Mandelieu, vous en avez d'autres? Alors, il y a celle de Mandelieu, effectivement, mais j'ai surtout, il y a la route du Mimosa. C'est 130 km d'escapade parfumée entre Bormes et Grasse. Cette route, c'est 8 destinations et je vous donne Tanneron, parce qu'à Tanneron, c'est la plus grande forêt de mimosa d'Europe et c'est ce week-end, la fête du mimosa toute la journée, avec notamment, ça va vous intéresser, un cocktail au mimosa et à 14h, donc ce week-end, le grand corso du mimosa à Tanneron, Voilà. la plus grande forêt de mimosa d'Europe. Et au mois de février, Je vais vous le dire week-end du exactement. 15 février, Mandelieu. Exactement. Et nous, on accueillera ici, à votre place, les organisateurs de cette fête Du 14 au mimosa. 18 à Mandelieu. Prochainement. Merci beaucoup. Il est déjà temps de nous quitter. Je voulais parler d'autres personnalités inspirantes. On n'a pas le temps. En revanche, on va s'arrêter sur votre coin de paradis. Ce coin de paradis, ça ne va pas nous surprendre. C'est le lieu où vous avez passé 8 ans aux côtés de Glenn Viel. C'est Lousteau de Baumanière. Loustau, excusez-moi, Loustau. Vous y avez passé Un peu de temps. des années. Non, mais on y retourne, attendez, parce que oui, on n'a pas fini, on y était encore il y a 2 semaines. Et voilà, c'est ça qui est génial, c'est la confiance aussi qu'ils nous donnent. En fait, c'est nous, je pense que si on n'avait pas cette confiance de leur part, on aurait arrêté depuis longtemps, parce que c'est quand même. On s'use là, mais on donne beaucoup, mais on reçoit d'eux. Vous recevez et on beaucoup. reçoit leur confiance. Bon voyage, je sais que vous serez en Norvège dans pas longtemps pour les Bocuse Oui, d'Or. c'est vrai. Vous allez organiser au printemps un grand rassemblement de chefs à côté de Nantes. C'est pour le mois de mai. Ce sera pour annuel. l'anniversaire du Cœur des Chefs, ce magazine que vous avez créé pour votre et notre plus grand bonheur. Et merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Demain, c'est Super Mamie Bouches-du-Rhône qui sera avec nous. Janine Biancotto, autre ambiance. À très vite. Merci beaucoup Anne. Merci Jean-Philippe. Salut Véro. Salut à Bye tous. bye.